Je voulais d'abord vous remercier. Nous sommes tellement nombreux, c'est impressionnant pour moi. Nous allons reprendre les rendez-vous sur le thème données à questionner, données à penser. Un temps pour prendre du recul sur nos façons de penser en croisant les expériences, les expertises et les personnes qui pratiquent la communication non violente et les expériences avec la communication non violente. Bon, là, c'est vrai que c'est un défi pour nous, techniquement. Je remercie toute l'équipe technique qui a permis, je vous remercie d'être présents, si nombreux, et nous sommes heureux que notre projet de ces rendez-vous de CNV réguliers rejoigne votre intérêt. Ce soir, nos deux intervenants, donc Yves Rossetti et Alexandre, vont nous laisser nous imprégner de cette question. CNV et neurosciences, un besoin de réalité partagée. Je crois que c'est pour nous aider à ne pas rester des neuro-addicts limités. Ils vont donc nous aider à questionner ce qu'apporte la CNV aux neurosciences et ce qu'apportent les neurosciences à la CNV. Et surtout, qu'est-ce qu'elle n'apporte pas. Voilà, les méthodes scientifiques versus neuromythes. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont très importants pour nos deux intervenants. Vous êtes Yves et Alexandre Foncel, tous les deux membres de l'équipe Trajectoire du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui inclut la CNV dans ses objets de recherche. Toi, Yves, tu es médecin de formation, tu as réalisé une thèse en neurosciences. Tu as été chercheur au CNRS et maintenant enseignant-chercheur. Tes recherches portent surtout sur la plasticité comportementale et cognitive, notamment en lien avec la rééducation neurologique. Depuis ta rencontre avec la CNV, tu développes une activité en direction de la cognition sociale et tu es toi-même dans un parcours de certification pour être formateur certifié. Alexandre Foncel, tu as suivi une formation d'ingénieur et tu as réalisé une thèse en neurosciences et informatique pour étudier la dopamine. Tu travailles actuellement en tant qu'ingénieur de recherche en sciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, notamment sur la prise de perspective ou faculté de se mettre à la place de l'autre et la CNV. Voilà, donc quelques petits points techniques pour permettre un fonctionnement optimum. Vos micros seront fermés en ce moment dans la salle. Ensuite, vous pourrez prendre dans les moments où vous allez être regroupés en petits groupes. En fin de conférence, vous serez répartis par petits groupes d'une manière aléatoire. Ainsi, vous allez pouvoir faire remonter les questions d'une manière technique que nos conférenciers vous indiqueront. Ensuite, suivra un moment de questions-réponses. Et là, à ce moment-là, après ce moment, l'enregistrement sera terminé, les micros seront ouverts et nous pourrons échanger librement. Voilà, je vous laisse la parole, Yves et Alexandre. Et puis, eh bien, merci. Et voilà, je vous souhaite de nous nourrir et je suis avide, moi, de vous écouter. Voilà. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Comment te sens-tu, Alexandre? Moi ça va, je vois personne, donc j'ai pas l'impression qu'il y a 200 personnes qui nous écoutent, donc plutôt bien. Ça te rassure? Ouais. Et moi, je me sens un peu fébrile, un peu anxieux, réjoui de la perspective de tout ce qui va pouvoir se passer. Et puis, je crois qu'un peu grâce à la CNV, je me sens plutôt confiant. Du coup, voilà, l'anxiété passe au second plan. Alexandre, on avait des choses à dire avant de lancer les diapos? Peut-être un point sur... on va vous poser des questions rapidement pendant la présentation pour essayer de rendre ça un peu plus vivant. Si vous pouvez nous répondre sur le chat, juste à nous, personnellement, à Yves ou moi, juste pour qu'on voit un peu si vous dormez, si vous nous suivez, ou si vous êtes là, scandalisé. Oui, aussi. Si vous êtes scandalisé, si vous vous ennuyez, qu'on puisse ajuster un petit peu. Oui, alors je pense que le nombre de personnes ici reflète l'engouement pour les neurosciences, l'engouement pour les CNV bien sûr, mais l'engouement pour les neurosciences auprès des CNVistes. Et puis ça reflète probablement
le grand nombre de questions qu'on peut se poser lorsqu'on fait de la CNV vis-à-vis des neurosciences. Et avec Alexandre, on a passé pas mal de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait commencer par évoquer aujourd'hui, parce que il y avait vraiment de nombreux thèmes qu'on aurait pu évoquer. Et puis, ce qu'on a surtout choisi de ne pas faire, c'est de ne pas préparer un exposé très général sur l'ensemble des neurosciences et l'ensemble de la CNV, qui aurait été un survol et très, très superficiel. Donc, ce qu'on a plutôt choisi, c'est de commencer par le commencement, et ce qu'on va vous proposer, au risque de décevoir certains d'entre vous, c'est de partir de l'observation. Alors, la première chose qu'on va faire, puisqu'on va partir de l'observation, c'est de vous demander d'observer cette scène à la recherche d'un animal. Et c'est plus facile de faire ça dans une salle, parce qu'on peut demander aux gens de lever les bras et de savoir qui voit l'animal, qui ne le voit pas encore. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qui ne le voit pas encore. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas, c'est tout à fait normal. Effectivement, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, tout à droite de l'image, il y a une girafe qui est dans le prolongement de l'arbre, donc c'est aussi ce qui la rend difficile à distinguer. L'idée dans cette diapo, c'était de montrer que avec tous les arbres, on ne s'attend pas forcément à trouver un animal dans le paysage, et surtout comme il suit l'alignement, le titre veut dire ça, c'est-à-dire que les hypothèses empêchent de voir une réalité, d'imaginer qu'il peut y savoir autre chose que des arbres dans ce paysage. Dans la même idée, je vais vous montrer cette vidéo. Vous allez me dire ce que vous voyez, si vous voyez quelque chose. J'ai remis la vidéo au début. Vous devez voir qu'il y a quand même quelque chose qui commence à bouger. Si vous portez votre attention sur la porte, ce bâtiment, ce magasin, vous allez voir qu'en fait, il change tout doucement. Donc, une sorte de fondu enchaîné où il change vraiment tout doucement. Maintenant, je vais vous la passer en accéléré. L'idée, c'était que dans cette vidéo, les changements sont vraiment minimes. Si vous voyez cette slide, c'est avant-après. Les changements sont tellement lents qu'on ne les voit pas. L'hypothèse qu'un bâtiment, qu'un magasin ou que la couleur d'une porte change, c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude. Donc, avec cette hypothèse, déjà dans notre perception, ça nous empêche de voir le changement. Vous connaissez peut-être aussi la vidéo du gorille qui passe au milieu d'une partie de basket où les gens se font des passes et on demande aux participants de se concentrer sur le nombre de passes qu'il y a. Et il y a un gorille qui passe en plein milieu de la vidéo et globalement, la moitié des gens ne le voient pas. Alors, cette diapositive, elle est juste là pour illustrer le fait qu'à partir de l'œil, les informations rentrent dans le cerveau. On a de très nombreuses aires cérébrales qui sont impliquées dans l'analyse des informations visuelles, et qu'on a à la fois une structuration progressive de la complexité des informations visuelles, avec des aires qui vont coder des segments, des formes élémentaires, puis des formes plus complexes, juste pour arriver jusqu'au visage. Et à la fois, on a aussi des projections qui vont dans l'autre sens, à savoir qu'en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez, votre système perceptif peut configurer les neurones qui vont recevoir les informations de la rétine pour optimiser la vision de ce qu'on cherche. Par exemple, si vous cherchez des fraises des bois, vous ne verrez peut-être pas des champignons que vous adorez et vice-versa. Tout à l'heure, on a vu le fait que le cerveau fait des hypothèses et que ça pouvait empêcher de voir la réalité, et qu'en particulier, le cerveau fait souvent l'hypothèse que les choses ne changent pas et qu'il est à l'affût du système perceptif et surtout à l'affût de ce qui change, puisque tout ce qui ne change pas peut être mémorisé. Et en même temps, paradoxalement, si on regarde cette image, bien sûr que tout le monde voit un tigre, et je ne peux pas m'empêcher de voir un tigre. Et il n'empêche que si on s'en tient à l'observation la plus radicale, on peut dire que je vois des morceaux de tigre interrompus par des bouleaux blancs, en tout cas par des trucs blancs, là, voilà, des bouleaux blancs a priori, et qu'on ne peut pas dire que je vois un tigre. Et c'est mon système perceptif qui va compléter les contours de ce tigre, extrapoler ici, interpoler les segments. Ici, c'est compliqué, mais il arrive à s'en sortir parce qu'il sait exactement comment c'est fait un tigre, il ne va pas extrapoler comme ça, etc. Mais ça veut dire qu'on a parfois des hypothèses qui vont considérablement nous aider à voir une certaine réalité. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Bien sûr, parce que si notre système perceptif
n'était pas configuré pour voir un tigre dans ce cas de figure, et s'il se disait, tiens, il y a une queue de tigre à gauche, et puis il y a une tête de tigre à droite et un ventre de tigre au milieu, l'espèce humaine n'aurait tout simplement pas survécu. Donc, on a en même temps des systèmes qui font des hypothèses, et c'est exactement comme en CNV, c'est-à-dire que les hypothèses peuvent être des fenêtres ou des murs, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous donner un accès à la réalité ou vous barrer l'accès à la réalité, comme on l'a vu dans les deux exemples précédents. Donc faire une hypothèse, c'est quoi? Ça revient à anticiper. À chaque fois qu'on a une observation, elle va permettre dans notre système nerveux de formuler des hypothèses. Et comment on va tester ces hypothèses? Tout simplement en réalisant des actions. Notre système perceptif, il est toujours couplé à l'action, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte au service de l'action. Si on perçoit le monde, c'est parce qu'on a les moyens d'agir dessus. Sinon, ça ne serait pas utile de percevoir le monde si on n'avait aucun mode d'action ou d'interaction avec le monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre les observations et les actions, on a forcément des hypothèses à élaborer, puisque on ne peut pas avoir un accès réel, direct à la réalité. Donc, on est obligé de formuler des hypothèses, et ensuite, ces hypothèses vont permettre de se modéliser en quelque sorte le monde, c'est-à-dire de savoir comment, à partir des informations sensorielles qu'on reçoit, on est capable d'aller former des représentations qui sont les plus proches possibles du monde. Et c'est amusant de voir que cette approche neuroscientifique, elle est tout à fait cohérente avec ce que disait par exemple Bergson. Percevoir, ce n'est pas juger ou connaître, mais c'est agir, c'est-à-dire que c'est pouvoir agir. Donc c'est comment on va situer le monde par rapport à nous dans la mesure où on peut agir dessus, et que la perception est au service de la vie. On aurait pu croire que ça pourrait être un CNViste qui dit ça. Donc elle permet de distinguer dans le monde ce qui est utile et ce qui est nuisible à la vie, et c'est tout ce qu'on peut appeler de l'ordre des problématiques chez l'animal, de l'approche et de l'évitement. Qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que je vais éviter, ou de ce qui est positif et négatif, pourquoi pas, dans nos sentiments. Même si je sais que ces mots-là sont tabous ici. Alors, la représentation interne, en fait, cette notion qu'on fabrique des hypothèses intermédiaires entre les observations et les actions, ça constitue vraiment le modèle dominant des sciences cognitives. Dans toutes les sciences cognitives, on a toujours la notion qu'on a une information ou des informations, au pluriel, qui vont permettre des actions, et qu'entre les deux, on a un système nerveux central, on a un système cognitif qui peut être appréhendé par de multiples rouages, neurosciences, psychologie, anthropologie, philosophie, intelligence artificielle et linguistique au départ. Et on voit bien que les sciences cognitives sont progressivement devenues quasiment exclusivement des neurosciences cognitives, comme si les neurosciences s'étaient emparées un petit peu de l'ensemble de ce système de pensée qui pouvait s'articuler autour des différentes disciplines qui permettent de réfléchir aux fonctions cognitives. Alors, si on reprend ce schéma qui va de la perception vers l'action, avec ces représentations intermédiaires cognitives qui sont situées entre les deux, spontanément dans notre vie de tous les jours, l'expérience qu'on fait, c'est que la perception nous permet de réaliser des actions. On a l'impression que tout commence par la perception et tout se termine par l'action. En fait, chaque observation, donc chaque information qui arrive sur nos systèmes perceptifs, va donner lieu à des hypothèses qui vont pouvoir permettre de réaliser les actions, mais les actions sont elles-mêmes sujettes à nos observations, bien sûr, puisqu'on va en permanence observer les conséquences de notre action, soit sur le monde, soit sur notre corps, et que les hypothèses qu'on a établies, qui sont préalables à la réalisation de l'action, les hypothèses sur le monde et sur soi, vont être validées ou invalidées à chaque action qui est réalisée. Donc, on a un système ici dialectique qui est assez intéressant, dans lequel le cerveau, enfin le système perceptif, notre système cognitif perçoit le monde extérieur à partir de certaines hypothèses, et que les observations vont valider ou pas les hypothèses. Donc, c'est à la fois les observations qui vont permettre de construire les hypothèses, et à la fois les hypothèses qui vont permettre d'interpréter les observations. L'action étant l'épreuve de réalité qui nous permet de savoir si nos hypothèses sont à peu près bonnes ou pas bonnes du tout, à remplacer, etc. Alors, ça paraît un petit peu théorique quand c'est dit comme ça,
Mais pour vous donner une idée très précise de l'importance de nos actions dans nos interactions et dans la construction de nos hypothèses et de notre système cognitif, voilà une expérience très célèbre dans le domaine de la perception visuelle qui date des années 60, dans laquelle des chercheurs ont élevé des chats de laboratoire. À l'époque, c'était très fréquent dans l'obscurité la plupart du temps. Et ces chats n'avaient accès à l'information visuelle que lorsqu'ils étaient placés dans un carrousel, donc une espèce de manège ici, pour lesquels on avait un chat qui était libre ici, le chat blanc, qui a une espèce de collier, qui transmet les mouvements à un levier. Et donc, à chaque fois que ce chat avance ou recule, il transmet les mouvements à l'autre chat, qui va suivre les mêmes mouvements. Et chaque fois que le chat tourne sur lui-même, il va aussi transmettre ce mouvement à l'autre chat. Donc l'idée, c'est que les deux chats ont exactement les mêmes informations visuelles qui arrivent dans leur système nerveux. Mais il y en a un qui est actif et l'autre reste complètement passif. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir du moment où le chat a fini la croissance et le développement de son système, la maturation de son système perceptif, seul le chat blanc pourra voir, seul le chat blanc pourra utiliser sa vision pour diriger ses actions, il pourra chasser, jouer à la balle, alors que celui-ci n'en sera pas capable. Donc ça veut dire que le chat blanc a fait fonctionner son système de boucle interactive entre l'observation, les hypothèses et l'action, alors que le chat noir, étant privé d'action, on ne sait pas s'il arrive à formuler des hypothèses ou pas du tout, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être validées par l'action, et la boucle qui va de l'extérieur du monde extérieur vers le monde intérieur est abolie, et le chat ne développe plus sa capacité d'interagir avec le monde visuel autour de lui. Alors ça, c'est un exemple radical chez le chaton, mais on peut aussi argumenter que la même chose existe pour vous et moi. Et par exemple ici, vous avez l'exemple de cette illusion qui est une illusion de longueur. Vous connaissez tous ces deux segments, dans laquelle on voit ce segment-là plus long que celui-ci. On peut quantifier ce segment. Vous avez ici quelque chose où celui-ci paraît bien court par rapport à celui-ci, celui-là, ça paraît la bonne longueur. Donc on peut tout à fait quantifier cette illusion. Et ce qui est intéressant, c'est que la quantité d'illusions que vous trouvez chez les individus dépendent de leur culture. Je vous passe les détails de l'interprétation de ces expériences, mais en gros, la survenue de ces illusions est corrélée avec une interprétation en 3 dimensions de ces dispositifs, ce qui est responsable de l'illusion. Mais si vous êtes un Zoulou ou un Inuit qui vivez dans des environnements qui ne sont pas du tout les cases carrées dans lesquelles nous avons l'habitude d'exister et qui génèrent ces illusions, vous n'aurez pas du tout la même amplitude d'illusion sur ce système-là. Donc, même les illusions d'optique vont varier en fonction de la culture, donc en fonction des habitudes visuelles que vous avez, c'est-à-dire en fonction de votre histoire visuelle, donc en fonction de la maturation, de la spécialisation de votre système visuel. Et donc, pour continuer ce que disait Yves, la perception, c'est aussi fondé sur la probabilité, c'est-à-dire que avec ce même exemple du tigre, il semble quand même plus probable que vous voyez que derrière ce stimulus, il y ait un tigre que juste des bouts de tigre. Donc, comme ça peut paraître un peu idiot, mais c'est vraiment quelque chose qui va être fondé sur finalement votre expérience. Votre système perceptif va être fondé sur votre expérience et donc sur ce qui a le plus de chances de vous arriver dans la vie, ce qui est quand même plutôt utile. Sur la même idée, là, je pense que vous voyez tous un camembert ou un Pac-Man selon les générations. Si on en ajoute un deuxième, il y a peut-être certains d'entre vous qui commencent à voir autre chose. Et c'est surtout avec un troisième que on va plutôt, voilà. Moi, personnellement, je vois un triangle vert sur 3 disques blancs. Alors qu'en fait, non, il y a 3 camemberts, 3 Pac-Man, comme on veut. Et donc, notre cerveau, encore une fois, fait une hypothèse, fait une inférence plutôt bas niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de voir un triangle, alors même que ce triangle n'existe pas. Mais bon, l'idée, c'est que c'est utile. Ça va nous permettre ensuite, c'est ce qui nous permet de distinguer le tigre derrière les arbres.
Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de la probabilité. Là, c'est un autre exemple pour vous montrer qu'on s'amuse bien au labo. Toujours la même idée. Vous avez l'habitude de voir une chaise, des chaises, vous savez à quoi ça ressemble. En moins d'une seconde, vous reconnaissez une chaise. Et ça vous amène même à croire que Yves, par exemple, là, est beaucoup plus petit que moi sur la photo de gauche, et que je suis beaucoup plus petit que Justine quand je suis sur cette chaise. Alors qu'en fait, si vous vous penchez un peu, vous voyez bien que la chaise, elle est bizarre. Si vous regardez le haut des pieds, ils ne sont pas du tout collés au plateau de la chaise. Et même la luminosité, elle est bizarre. Les pieds sont très lumineux et le plateau est plutôt dans l'ombre. Donc, en fait, bon, c'est une illusion assez connue, mais c'est tellement peu probable que vous tombiez sur ce genre d'objet dans la nature que finalement, on n'est pas en train de mettre en défaut. C'est au contraire de montrer qu'elle fonctionne sur la probabilité et que c'est pour ça aussi qu'elle est efficace et que ça vient de notre expérience. Si vous aviez passé votre vie à voir des chaises comme ça, vous ne vous feriez pas avoir par l'illusion. Et vous verrez bien que Yves et moi, en fait, on est au fond de la salle. La perception, donc, c'est avant tout, c'est une interprétation. En fait, c'est déjà une interprétation au niveau de la perception. On est déjà en train de faire une hypothèse au niveau de la perception. En plus de ça, c'est totalement lié à l'action, avec cette boucle dont parlait Yves, où on va avoir la possibilité d'avoir une interaction avec la réalité et qui va donc nous permettre de vérifier nos hypothèses. Et enfin, donc, il y a cette perception comme une probabilité qui va finalement être issue de toutes les expériences qu'on aura faites au cours de notre vie, de toutes nos actions. Alors, pour cette présentation, avec Yves, on s'est demandé comment faire un peu le lien entre le processus scientifique, la CNV. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Est-ce qu'ils sont pertinents? Donc, on est parti de l'observation qui est commune entre les deux. Donc, vous connaissez normalement tous au SBD le processus de CNV, mais donc il y a l'observation. Là, on l'a appelé observation externe pour la mettre en parallèle avec les sentiments qui sont plutôt internes. Donc, on va parler aussi ressenti, les ressentis du corps, tout ça. On pourrait essayer de faire le parallèle entre hypothèse et besoin, et en tout cas, ça semble assez facile de voir le lien entre action et demande. Et dans le domaine de la science, ça serait l'équivalent à l'expérimentation. Bon, sauf qu'on s'est rendu compte que ça avait ses limites de faire ce parallèle, et finalement, je trouvais plus intéressant de souligner la différence entre ces deux processus, qui était en fait la différence d'intention. Dans le cadre de la CNV, normalement vous êtes aussi sensibilisé à ça, mais l'intention du processus de la CNV, c'est plutôt de la connexion à soi, la connexion aux autres, au niveau des besoins notamment. Alors que la science, l'intention de la science, ça va plutôt être la recherche du réel. C'est-à-dire que on va plutôt s'intéresser à comprendre le réel et à s'en rapprocher le plus possible. Donc, pour citer le grand Claude Bernard, quand on fait des recherches, il faut avoir une hypothèse en tête. Sans cela, on marche à l'aventure. Et ce qu'il précise, c'est que ce n'est pas avoir une idée préconçue, c'est seulement avoir un plan. Donc, il y a vraiment cette attention et cette conscience dans la démarche scientifique qui va être de rechercher le réel tout en sachant que toutes les hypothèses qu'on pose ce ne sont que des hypothèses. Et donc, ce ne sont pas... on va dire que ce sont des interprétations, mais conscientes. Donc, on va faire avec. Je voulais juste lire, tu sais, cette citation de Claude Bernard qui est tout à fait amusante parce qu'on croirait vraiment entendre, on se croirait vraiment en module 1 de CNV. C'est quand il décrit l'observation, Claude Bernard, il dit « L'esprit de l'observateur doit être passif, c'est-à-dire se taire ». Et je trouvais vraiment amusant que cette phrase, on pourrait l'entendre mot pour mot dans les stages. Dans l'importance de distinguer l'observation de l'interprétation est aussi importante au niveau scientifique qu'au niveau CNV. Donc voilà, là on vous a mis quelques points qui pour nous représentent la démarche scientifique. C'est donc une expérimentation qui va être guidée par les hypothèses, avec l'objectif de distinguer observation, interprétation,
avec vraiment cette conscience sur le fait qu'une vérité scientifique, c'est en fait qu'une hypothèse, souvent provisoire, et encore plus souvent partielle, et que c'est OK comme ça nous permet juste de travailler, de continuer d'avancer en gardant cette conscience-là. Et donc de tester ces hypothèses avec la réalité, on va dire, à travers l'expérience et l'expérimentation. Donc la posture, c'est vraiment de chercher des raisons de douter. C'est vraiment ça qui nous semble important dans cette démarche scientifique. Et donc de mettre les hypothèses à l'épreuve, donc du réel. Alors bien sûr, on a quand même pas mal de difficultés pour mettre en place cette démarche scientifique parce qu'effectivement, elle n'est pas intuitive. Donc vous avez ici un cerveau qui est un cerveau gonflé de façon artificielle, enfin c'est un cerveau virtuel, hein, bien sûr. C'est-à-dire un cerveau dans lequel on a effacé les sillons. Vous voyez, normalement, il y a des sillons. Là, c'est comme si on l'avait gonflé. Ça permet de représenter l'ensemble de la surface du cortex cérébral, avec les zones en creux qui sont enfoncées, les zones en clair qui sont à la surface. Peu importe ce détail, c'est juste pour vous dire que la forme est un petit peu inhabituelle. Donc vous avez ici le lobe frontal l'avant et ici le lobe occipital en arrière. C'est ici qu'arrivent les informations visuelles. Et ce qu'on va vous présenter ici, c'est une petite animation vidéo de ce qui se passe dans le cerveau à partir du moment où les informations visuelles arrivent dans ce cortex visuel. Alors au cas où il y ait des décalages, je vais commencer par vous la présenter avant, comme ça vous permettra d'avoir une hypothèse sur ce que vous allez voir et vous verrez peut-être plus ce que j'essaie de... Vous observerez peut-être plus ce que j'essaie de vous faire observer. Donc l'information visuelle va arriver ici, le cerveau va commencer par s'activer dans les aires les plus postérieures qui sont celles qui reçoivent les informations visuelles, puis cette information va diffuser vers les zones qui vont analyser de plus en plus progressif, enfin de plus en plus, qui ont des propriétés d'analyse plus complexes des stimuli vers l'avant ici. Mais vous allez voir que très rapidement, on a des neurones qui envoient les informations ici, mais que ces neurones-là vont finalement renvoyer une action ici. C'est-à-dire que les neurones qui reçoivent les informations de la rétine ont des éclaireurs qui envoient des informations rapidement, mais ensuite, dès qu'on a une hypothèse sur ce qui est vu par le cerveau, on va modifier l'activité des neurones qui reçoivent l'information brute de la rétine. C'est-à-dire que l'observation va être dépendante de l'hypothèse que le cerveau est en train de faire lui-même. Je vais activer la vidéo. Voilà l'information qui avance comme ça. Hop, ça revient vers les aires arrière. Et c'est à partir du moment où c'est revenu vers les aires arrière et qu'on a eu ce dialogue, je peux peut-être la rejouer. Voilà. Hop, ça prend feu là, et ensuite ça revient bien derrière. Et c'est cette interaction, c'est à partir du moment où on a eu ce retour vers l'arrière que vous pouvez prendre conscience du mot qui était présenté. Ici, c'était un mot qui était affiché sur un écran. Donc ça nécessite un dialogue entre des aires qui sont les aires d'entrée et des aires d'élaboration, donc d'interprétation. Et ça veut dire que les interprétations vont configurer les neurones qui reçoivent les informations pour faciliter l'analyse des stimuli. La démarche scientifique, du coup, c'est ça. Nous, on la trouve vraiment pas intuitive et probablement vous non plus. Il y a notamment ce fameux biais de confirmation où on a tendance à retenir et accepter que les arguments qui confirment nos croyances, nos hypothèses. L'intolérance à l'ambiguïté, la sensibilité aux coïncidences, comment transformer des coïncidences en explications. Je vais vous en reparler juste après. Et d'ailleurs, plein d'autres biais cognitifs qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais peut-être dans quelques mois, dans une autre conférence, on les abordera. Donc après, il y avait une petite illustration du biais de confirmation sur la chasse aux sorcières. C'est assez emblématique comment, peu importe les sorcières vont argumenter, tout sera retourné contre elles. Donc assez emblématique du biais de confirmation. Une autre façon, on va dire, bas niveau, c'est-à-dire au niveau perceptif, de déformer la réalité pour conserver l'idée que l'on s'en fait, c'est avec cette petite expérience. Donc il s'agit tout simplement d'une photo macro d'un papier essuie-tout, sur laquelle vous voyez toutes ces bosses typiques des papiers essuie-tout, à part un ici qui est enfoncé, qui fait du creux. Donc j'espère que vous voyez tous ce relief sur la diapositive, même s'il n'existe pas réellement, puisque votre écran est plat, mais vous êtes capable d'observer ce relief, et nous sommes tous capables d'observer ce relief et de voir donc ce relief qui n'existe pas vraiment sur l'écran plat. Alors ce que je vais vous demander, c'est de fixer cette image pendant qu'on va la retourner. Je vais compter à 5.
À 3, je vous propose de cligner les yeux le plus vite possible ou de fermer les yeux profondément. Et à 5, je commencerai de faire bouger la diapositive. Je vous explique pourquoi je fais ça, parce que lorsque la diapositive sera retournée, c'est important que vous ne la regardiez, enfin que vos yeux ne clignent pas tout de suite, parce que lorsque vous allez cligner des yeux, il va se passer quelque chose. Donc, si vous arrivez à tenir 4 ou 5 secondes avant de cligner les yeux, ça sera parfait. Si vous avez tenu parfaitement 5 secondes, à ce moment-là, vous pourrez fermer les yeux activement, vous fermez les yeux un bon coup, vous les ouvrez, et vous verrez ce qu'on doit voir. Alors, je compte. 1, 2, 3, vous clignez fortement les yeux, 4, 5, et je lance la rotation de l'image. Vous gardez bien les yeux ouverts, vous les écarquillez, vous ne clignez pas des yeux. Et puis à un moment donné, vous ne pourrez pas vous empêcher. Et là, devrait se passer quelque chose d'assez amusant. C'est que d'un seul coup, toutes les formes que vous voyez en relief, convexes jusque-là, deviennent concaves. Et ça vous montre de façon radicale comment le même stimulus peut être interprété de deux façons complètement différentes en fonction des hypothèses du cerveau. Donc, tant que vous savez ou que vous croyez savoir que ces reliefs sont en bosse, vous les voyez en bosse, en convexe. Et puis, à partir du moment où vous clignez des yeux, votre système perceptif vous dit « mais non, ils sont concrets ». Et donc, vous voyez comment ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse, qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, et combien c'est difficile dans le système, dans notre perception, de faire la part de ce qui relève des hypothèses et de ce qui relève des préjugés, ou de ce qui relève de l'observation, des interprétations, etc., pour utiliser d'autres vocabulaires proches. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vu tout à l'heure que les observations donnaient lieu à des hypothèses, mais on voit ici à nouveau, on insiste sur le fait que, par l'expérience, vous constatez que l'hypothèse va configurer les observations. Et donc, ça pose cette grande question de savoir comment, si les hypothèses modifient l'observation, comment est-ce qu'on va distinguer les hypothèses ou les interprétations et la réalité. On n'a pas changé l'image, c'est vraiment la même image qu'on a retournée, mais vous aviez gardé les images convexes tant que vous aviez les yeux qui n'ont pas clignoté, et dès que vos yeux ont cligné, votre cerveau a remis à jour la perception, et c'est à ce moment-là que vous percevez l'interprétation inverse de la première. Effectivement, comme quelqu'un le propose, c'est une question d'ombre, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ombre, c'est ce qui nous permet de juger le relief. Et ce qui est amusant ici, c'est que c'est rigoureusement la même image, et c'est simplement en un clin d'œil que vous la faites changer d'interprétation pour passer du concave au convexe et réciproquement. Mais nous n'avons pas du tout changé l'image. On vous le promet. Donc, cette fameuse distinction entre corrélation et causalité, où l'approche scientifique permet justement de proposer des méthodes, des outils pour la distinguer. Là, d'abord, je voulais vous montrer comment ça peut être facile de voir des corrélations. En rouge, en haut, vous voyez une courbe qui représente le revenu généré par les terrains de golf aux États-Unis. Et en vert, vous voyez une courbe qui est la consommation par habitant aux États-Unis aussi, mais de fromage. Et donc, quand on voit ces deux courbes, on pourrait avoir l'impression qu'elles sont liées. En fait, elles sont simplement corrélées, c'est-à-dire qu'elles évoluent de la même façon à peu près au même moment, mais il n'y a aucun lien de causalité entre la consommation de fromage et les revenus des terrains de golf. Un autre exemple, là on voit au cours du temps la diminution du nombre de divorces, du taux de divorce dans un État des États-Unis, le Maine, qui est pareil corrélé avec la consommation par habitant de margarine. Encore une fois, normalement on est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'un ou l'autre. Ce n'est pas la consommation de margarine qui diminue qui va faire que le nombre de divorces va diminuer, ni le fait que le taux de divorce diminue qui va faire que la consommation de margarine va diminuer. Après, on peut trouver amusant de chercher un sens et de trouver un lien entre les deux, mais a priori, là, on se dit que c'est OK. Là où moi je trouve ça amusant, c'est que, notamment dans un réseau de CNV, si on veut être un peu provocant, si on imagine que la courbe rouge, c'est le nombre de formateurs et de formatrices en France, par exemple, qui augmente au cours du temps, et si on vous dit ensuite que la courbe verte, c'est
comment les gens se sentent bien ou à quel point les gens pratiquent l'empathie dans leur quotidien, et ben là, d'un coup, on a envie d'y croire, on a envie de se dire, bah ouais, alors finalement, la courbe rouge explique la courbe verte. En tout cas, elle pourrait, ça pourrait donner des raisons de croire. Alors qu'en fait, ce sont exactement les mêmes données et on n'a toujours aucun lien. On prouve une corrélation, mais on prouve aucunement la causalité de l'un à l'autre. Et la causalité, en fait, c'est très difficile à prouver, justement pour parler de tous ces biais. Je voulais vous parler d'une expérience qui a été faite sur une croyance qui est que quand on boit de l'alcool, on est plus agressif. Donc c'est une équipe qui a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour tester cette expérience? Ils ont pris un groupe de gens, ils l'ont divisé en deux. Donc ceux qui allaient recevoir un cocktail à base de vodka Schweppes, donc ce sont ceux qui sont à gauche, et ceux qui allaient recevoir juste du Schweppes, donc ceux qui sont à droite. Et entre ces deux groupes, on les redivise encore en deux, et donc ceux qui sont en bleu, c'est ceux auxquels on va dire vous avez de l'alcool dans votre cocktail, et ceux qui sont en orange, c'est ceux auxquels on va dire il n'y a pas d'alcool dans votre cocktail. Donc vous avez bien compris, il y a des gens qui vont boire un cocktail alcoolisé en sachant, en croyant que c'est de l'alcool, et il y a des gens qui vont boire un cocktail non alcoolisé en croyant qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Et en fait, l'idée de cette expérience, c'est juste de montrer que finalement, les courbes, enfin les barres plots, les barres bleues qui montrent que l'agressivité est plus forte chez les gens qui croient qu'ils boivent un cocktail alcoolisé. Mais il n'y a pas de différence entre ceux qui ont vraiment bu de l'alcool ou ceux qui n'en ont pas bu. Et donc finalement, bon là, c'était juste une expérience pour montrer à quel point la croyance va influencer le comportement. Et pour pouvoir voir clair entre la corrélation et la causalité, il a fallu mettre en place tout un ensemble d'outils. Donc pour vous dire rapidement, déjà, un plan expérimental, ça, on en entend souvent parler notamment dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire un groupe contrôle pour vérifier l'effet placebo, de l'aléatoire, du double aveugle, des mots comme ça. Il y a aussi donc des modèles qui sont utilisés. En gros, ce sont des hypothèses qui vont nous permettre de faire des prédictions et de vérifier à quel point on se trompe. Et enfin, des statistiques qui vont nous permettre de dire est-ce que cette différence elle a vraiment du sens ou finalement ça ne change rien et qui propose un cadre mathématique pour ça. Donc, c'est pas du tout intuitif en fait de faire ce genre de distinction entre corrélation et causalité. Et l'idée, ça va vraiment être de mettre en doute toutes les corrélations qu'on peut trouver et de chercher plutôt des raisons de douter de nos hypothèses. Et vraiment en opposition à chercher des raisons de croire à ce qu'on a envie, par exemple, que l'alcool rend agressif. Et donc, on en arrive au point chaud de cette présentation. C'est est-ce que la CNV est validée par les sciences, finalement? Alors, pour répondre simplement, c'est plutôt non. C'est-à-dire que nous, on a fait l'étude bibliographique, il n'y a pas d'article qui parle spécifiquement, il n'y a pas suffisamment d'articles qui parlent de la CNV et qui valident scientifiquement les apports qu'elle apporte. Par contre, on a entendu d'autres arguments qui, pour le coup, nous laissent vraiment très dubitatifs, notamment des neurones miroirs, par exemple, qu'on met en lien avec l'empathie ou la physique quantique. Mais Yves, tu pourras rajouter un mot juste après, si tu veux. Moi, ce que je vois vraiment là de problématique avec ces arguments, c'est que pour l'instant, on n'a pas la capacité de faire des rapprochements entre des échelles aussi différentes. Les neurones, on est à l'échelle du nanomètre, on est à l'échelle d'une cellule. La physique quantique, on est à l'échelle des atomes. Et là, on parle de comportements sociaux. Et pour l'instant, on n'a pas des modèles et des hypothèses assez fortes, en tout cas pas de données assez fortes pour faire le lien. On peut trouver des similitudes, on peut trouver des corrélations, on peut trouver des raisons de croire. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Alors oui, je suis enseignant en neurosciences et j'aime beaucoup semer le doute auprès des étudiants en leur montrant que la perception déjà est relative, comme vous avez vu un petit peu là, et en leur montrant aussi que les neurosciences sont relatives et qu'il y a des tas de choses qu'on croit en neurosciences. C'est ce qu'on appelle le domaine de la neuromythologie ou de la neuromanie. Et donc, dans les mythes qui sont couramment répandus sur le cerveau, justement,
On a des tas de choses qui sont liées à… J'ai sélectionné ceci parce que je crois que c'est ceux qu'on fréquente le plus sur les terrains de la CNV, mais la notion de cerveau reptilien, qui est un non-sens complet, puisqu'il n'y a pas un cerveau qui s'occupe des émotions, il y a un autre cerveau au-dessus qui s'occupe de la pensée. C'est toujours le cortex qui va interpréter les émotions. Le cerveau reptilien, les reptiles se sont séparés de l'arbre phylogénétique avant même avant la branche qui a donné lieu aux primates. Donc, c'est absolument pas possible scientifiquement d'avoir un lien avec un cerveau reptilien, et en tout cas, pour nous, d'avoir un cerveau reptilien. Les neurones miroirs, il n'y a absolument aucun argument qui démontre leur implication dans l'imitation, dans l'empathie, etc. Même s'il y a de très nombreux scientifiques qui essaient de défendre ces idées, c'est là qu'on voit que ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on n'a pas des croyances et qu'on ne fait pas des hypothèses, ou qu'on ne confond pas parfois les hypothèses et la réalité. Les notions de cerveau droit, cerveau gauche, les intelligences multiples, à savoir l'idée que les apprentissages se font mieux pour certaines personnes de façon visuelle, auditive, par le mouvement, etc. On ne dispose d'aucune information permettant de vérifier cette hypothèse, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'argument pour la défendre à l'heure actuelle, et que toutes les études qui ont essayé de montrer ça n'ont pas réussi à montrer une influence significative de ces différents modes d'apprentissage. C'est vrai aussi pour l'idée qu'on utilise 10% du cerveau, l'effet Moser, ou, de façon plus globale, l'idée que les neurosciences pourraient expliquer l'humain. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est le plus choquant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans cette époque neuromaniaque, on a tendance à toujours aller chercher au secours les neurosciences pour expliquer l'humain, pour expliquer en société, en économie, en esthétique, en éthique, dans les tribunaux, etc. Tout le monde est friand des données des neurosciences, et les neurosciences sont inaptes à donner des explications satisfaisantes sur l'humain, d'autant plus qu'elles ne prennent pas souvent en compte les données d'autres disciplines qui expliquent l'humain aussi peu ou aussi bien, et en tout cas, on aurait un grand intérêt à prendre le concert de ces disciplines qui tentent d'expliquer l'humain, la sociologie, la philosophie, la psychologie, la neuropsychologie, etc., et les associer aux données des neurosciences pour expliquer l'humain. Bref, en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que moi, personnellement, je suis assez choqué en tant que neuroscientifique quand je vois que quand on veut parler d'empathie, on va se référer aux neuroscientifiques, alors que les neurosciences n'ont absolument rien apporté au domaine de l'empathie. Ce n'est pas elles qui ont défini l'empathie, qui ont distingué l'empathie de la sympathie, etc. C'est les psychiatres qui ont eu bien plus que les neuroscientifiques l'habitude de travailler cette dimension. Les neuroscientifiques se sont en quelque sorte emparés de ces définitions, et maintenant on donne crédit aux neuroscientifiques de ces définitions, comme si l'empathie était la fille des neurosciences, alors qu'en fait c'est beaucoup plus la fille des psychologues, des psychiatres, etc. Voilà, donc l'intention de mentionner ça, c'est pour ce qu'on va chercher des justifications. Alors, plus précisément ici, on vous a mis une diapositive très rébarbative qui a pour objectif de répertorier l'ensemble des études qui portent sur les, vous voyez, neuro, qui est entre parenthèses, sciences et CNV, parce que ce n'est pas forcément des études de neurosciences. Vous voyez qu'on a un nombre très limité d'études qui ont étudié l'effet des neurosciences, d'essayer d'objectiver l'effet des neurosciences. L'effet de la communication non violente. Il ne faut pas que je mélange les deux maintenant. Les deux premières sont des études tout à fait qualitatives, donc on ne les considère pas scientifiquement comme valides. Vous voyez, ça porte sur 3 étudiants, 3 étudiantes, avec l'analyse des prises de notes quotidiennes de la journée. Voilà, donc il y a des observations qualitatives sur 3 personnes qui ne peuvent pas être considérées comme valides scientifiquement. Et ensuite, on a les études qui sont décrites ici, qui pour la plupart portent sur des effectifs très limités. Vous voyez, 13 personnes, 19 prisonniers, 9 soignants, 46 soignants, avec des formations à la CNV qui varient jusqu'à 8 semaines, parfois qui sont associées, couplées avec de la méditation, parfois qui durent que 3 jours, ou 4 jours, ou 2 jours et demi. Et puis, vous voyez que dans les variables qui sont mesurées objectivement, dans la plupart des cas, ça consiste principalement en des analyses de questionnaires, c'est-à-dire en ce que les gens ont déclaré eux-mêmes, ce qui scientifiquement est une limite importante. Et puis, les conclusions de ces études sont en général favorables, y compris les études qualitatives concluent qu'il y a plus d'ouverture, plus d'authenticité, mais c'est un petit peu comme quand vous discutez avec
votre collègue qui est sorti d'une formation. Et puis, vous voyez que dans les variables qui sont mesurées, donc, puisque c'était leur objectif ici, il y a une étude qui montre qu'il y a une amélioration de la compréhension de ce que c'est que l'empathie, mais ça ne veut pas dire forcément la mise en pratique dans la vie de tous les jours. Une étude qui montre que les gens sont plus capables d'auto-empathie, de formuler des demandes et de distinguer les demandes des exigences, et de mieux gérer l'expression de leur colère, par exemple. Une étude ici chez des soignants, y compris les Claire Museux, qui est formatrice à Montréal, qui montre une meilleure capacité de prendre des décisions. Mais c'est des concepts un petit peu flous. Mais on vient de terminer une étude dans laquelle Alexandre et moi avons participé. Et on a étudié 312 étudiants en médecine de l'université Paris-Sorbonne, qui ont bénéficié de 2 jours et demi de formation CNV, qui ont eu différents questionnaires et un peu plus que des questionnaires, quelques tests. Et on a trouvé que les scores d'empathie chez ces étudiants en médecine étaient significativement augmentés chez ceux qui avaient eu les jours de formation par rapport aux étudiants qui n'avaient pas suivi la formation. Donc c'est aussi quelque chose qui est un indice très favorable de l'effet de la communication non violente sur le score d'empathie. Mais le score d'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mesure un questionnaire. Et c'est ce que mesure un questionnaire, donc ça veut dire ça dépend de la façon avec laquelle vous répondez à des questions. Et donc, ce qui manque dans l'ensemble de ces études-là, c'est surtout un manque de données objectives. C'est-à-dire, est-ce que vous vous trouvez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais avec une tension artérielle plus faible, est-ce que vous vous trouvez avec moins de conflits, avec moins de jours d'absence, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui manquent encore et qu'on a à cœur d'essayer de mettre en place dans l'équipe pour objectiver les effets de la communication non violente. Parce que, curieusement, quand on voit l'engouement pour la communication non violente, et que nous partageons Alexandre et moi, quand on a décidé de se lancer dans les études, on a été stupéfait de voir qu'il existait aussi peu de choses, et aussi peu de choses au niveau de l'exigence scientifique, quoi, que les étaient assez qualitatives ou subjectives pour les études disponibles. Voilà un beau point d'exclamation dont l'ombre produit un. Je ne sais pas si vous allez vous ranger du côté d'exclamation, de l'interrogation. En tout cas, notre objectif, c'était de déclencher le maximum d'interrogations et d'interrogations réciproques et de voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir construire ensemble avec vos interrogations et nos interrogations. Il y a eu plusieurs fois eu la question sur l'effet Mozart. Qu'est-ce que c'est? L'effet Mozart, c'est l'idée que si on fait écouter de la musique classique à des enfants, ils vont développer des capacités cognitives plus importantes. C'est un petit peu comme la méthode Tomatis, toutes ces choses-là qui sont basées là-dessus, et qui est l'ensemble de ces travaux, c'est vraiment une énorme entourloupe qui s'est transformée en plus avec des enjeux commerciaux énormes, mais il n'y a aucune validation scientifique de ces arguments-là.